Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 27 mars, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Japon 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur qui est habitué de se lever tôt maintenant en ce début de saison. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 et d'endurance pour la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de nos amis de la team FSR dans leur division élite. François Goulet, comment ça va? Ça va bien, sachant que c'est notre dernière course à l'opposé de la planète, donc on va peut-être tomber à des heures plus conviviales, mais je vais très bien et je n'ai pas fini dernier hier dans ma course, je n'ai pas planté ma voiture, donc je vais pas mal mieux que lors de notre dernier enregistrement. Le réveil était moins dur ce matin, mais quand on regarde ça, hein, je vais quand même manquer ça, là. On devenait tranquillement pas vite une compétition à Salut Bonjour ici au Québec, là, avec Ben ouais, notre épisode matinal. Les gens étaient déchirés. Est-ce qu'on s'en va du côté de Salut Bonjour ou du côté d'F1 Podcast qui nous présente? le choix est facile. Ah, le choix est facile, exactement. Mais quand je regarde ça, ouais, c'est sûr que c'est le fun, mais rattraper un peu de sommeil parce que là, j'ai été obligé, je me suis levé, il était quoi? 1h45 du matin pour écouter des pratiques à 2 heures. Après ça, ça me laissait un petit peu de tête pour me recoucher puis qu'on puisse enregistrer ça ensemble, préparer l'épisode. Mhm. Mais disons que quand on va retourner à Miami, Canada, après ça, Ah ben, oui. c'est déjà Canada hein, qui s'en vient, c'est fou. Mhm. Je sais qu'il y a 5 semaines entre tout ça, mais quand même, ça passe vite. Mais de retrouver un fuseau horaire un peu plus standard pour notre qualité de vie. Même que, mais par exemple, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces épisodes-là tôt le matin. J'espère que C'est les vrai. auditeurs l'ont. Ben, je pense que les auditeurs l'ont apprécié aussi. Je l'ai vu dans les messages, mais c'est quand même le fun. Ça change notre ton, on est plus calme, on est plus relax, C'est on parle un vrai, peu c'est moins fort. cool. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben avec toi ce matin, je veux parler de l'actualité comme on le fait toujours les vendredis. On va faire un petit tour de table, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé de bon. C'est sûr que c'est difficile de faire un tour de table dans l'actualité des F1 et de pas parler d'Audi, Adrian Newey, Jonathan Whitley, tout ce qui rime en Mhm. I. Euh, C'est poétique ce matin. Tout C'est le fun. tourne ensemble. Ouais. Vous en rappelez, les gens qui ont écouté notre épisode du Entre deux courses, c'était la journée même que ça a tombé quand on l'avait enregistré, c'était jeudi dernier. Depuis ce temps-là, il s'est déjà écoulé une semaine. Donc, le dossier a progressé dans le bon sens à ce qu'on avait interprété de ce qui se tramait un peu en coulisses. Dans le fond, c'est que Jonathan Whitley, ben, on lui a demandé de quitter Audi, ce qui est un signe quand même précurseur du fait qu'il voudrait se joindre à la compétition. Normalement, tu sais comment ça fonctionne depuis assez Mhm. longtemps. François, quand on sait que quelqu'un veut partir ou que quelqu'un a donné ses intentions de vouloir quitter, ben on le joue. À la première minute qu'on sait ça, on lui demande de s'en aller. Donc, c'est l'annonce qui est tombée dans les heures suivant la nouvelle ou la rumeur qui tournait aux alentours qu'il serait pressenti pour remplacer AJ Newey en tant que directeur d'écurie chez Aston Martin. Et c'est le bon vieux Mattia Binotto que je ne croyais pas nécessairement revoir dans un rôle de directeur parce que je l'ai souvent dit, je pense que ses qualités techniques pour développer des voitures, pour son apport d'ingénierie est très bon. Son leadership, par exemple, avait été remis en question dans son passage chez Ferrari. Par exemple, on a le droit d'apprendre, on a le droit d'évoluer, on a le droit d'apprendre de nos erreurs. Peut-être que Mattia Binotto est un meilleur directeur aujourd'hui. Du moins, on va avoir la chance de le voir parce que ça commence dès maintenant. C'est son premier week-end de course en tant que directeur d'écurie chez Audi. Si on y va dans ce sens-là pour commencer, si on se concentre sur Mattia Binotto, toi, est-ce que tu es Mhm. surpris de le voir reprendre le rôle? Quoi qu'il n'y avait pas d'autres candidats comme ça à la Ouais. dernière minute, là. La saison est déjà commencée. Mais penses-tu qu'il va rester dans ce rôle-là, que ça va être... tu sais, le vois-tu vraiment comme un directeur d'écurie ou toi aussi, c'est plus ses qualités techniques pour toi qui pourraient aider une écurie F1? Ben, vu qu'il a l'expérience comme directeur d'écurie chez Ferrari, je trouve ça très normal qu'il chausse ces bottines-là en ce moment. J'aurais tendance à penser toutefois ils vont tenter d'aller chercher quelqu'un d'autre.
Donc, c'est Ouais. sûrement, ben là, ils l'ont pas dit que ce serait par intérim, mais c'est un peu comme quand Newey est arrivé et il le fait du côté d'Aston Martin. On savait un peu, comme entre nous, que lui, c'est plus pour ses qualités techniques qu'il est là. C'est comme plus apparent avec Newey qu'avec Binotto, là. Mais bon, Binotto, on sait qu'il l'a fait. Est-ce que c'est différent à cause de la mentalité de l'équipe dans laquelle il est maintenant, parce qu'on sait que chez Ferrari, c'est quand même une école de pensée assez unique. Donc, est-ce que l'environnement est plus propice à ce qu'il s'épanouisse? Ou bien, c'est sûr, on le prend juste pour un temps limité, le temps qu'on trouve quelqu'un là, de suffisamment compétent pour le remplacer, parce qu'on sait qu'il est capable de faire ce travail-là. Est-ce que ça va détourner toutefois un peu son attention de ce qui est vraiment important? Puis là, on revient encore au dossier Newey. On trouvait aussi que peut-être c'était une ressource qui était, on va dire, mal utilisée ou utilisé au mauvais endroit. Ça, le temps nous le dira. Mais qu'il soit dans cette chaise-là en ce moment, je suis vraiment pas étonné. Mais j'aurais tendance à dire que ça va être à court moyen temps. Une chose est certaine, c'est que c'était pas dans les plans. Donc, on est en Mhm. improvisation. Maintenant, on Ouais. n'a pas le choix, on réagit à cette nouvelle-là. Si on se concentre un peu sur ce qui est arrivé du côté de Whitley, ben, c'est pas mal ce qu'on avait mis ensemble, hein, les morceaux de casse-tête. Aussitôt que la nouvelle Mhm. est sortie, je discutais avec Simon. Ensuite, tu t'es joint à la conversation. Ben, le fait que Whitley voulait probablement retourner chez lui vers la Grande-Bretagne, le fait que Audi a est implanté du côté de la Suisse, puisque les installations de Sauber, l'écurie qu'on a acheté pour rentrer en F1, était déjà installé là-bas. Ensuite, on a décidé de construire quelque chose du côté de l'Allemagne. C'était évident, c'est quand même un Mhm. manufacturier allemand. Donc, tout ça, ça serait une des causes qui l'aurait poussé à vouloir possiblement aller voir ailleurs si le gazon est plus vert. Mais c'est ça. Avec là, Whitley, l'affaire, c'est qu'on s'attendait que ça soit des négociations assez ardues. Parce que là, on peut pas juste quitter une écurie, aller dans un autre. Il va falloir qu'on négocie du côté de Aston Martin, du côté d'Audi, quand il peut redevenir éligible à travailler, à être dans les paddocks, à aider une autre écurie. On parle d'ici là qu'en ce moment, c'est sûr qu'on va lancer des chiffres sur le tableau, on va essayer de les Mhm. mettre le plus loin possible du côté d'Audi. On parle de plus d'un an ou d'environ un an. Moi, je m'attendais à ça. Penses-tu qu'il y a des sommes monétaires que Lawrence Stroll pourrait sortir, écrire un chèque qui pourrait convaincre Audi de le laisser partir plus tôt? Moi, je te donne mon opinion. Si j'étais Audi, je pense pas que c'est une entreprise. Oui, je sais qu'il y a des restructurations financières, ces choses-là. Mhm. Mais je me dis, je pense pas qu'on dépend de ce chèque-là pour survivre ou pour réussir à passer un autre mois. Moi, si j'étais dans le camp Audi, je voudrais pousser ça le plus loin possible. Pour moi, ces secrets-là qu'il sait, ou juste le fait qu'il s'est commis à notre projet et qu'il veut s'en aller, peut-être qu'il va me traiter de rancunier, mais à quoi bon avoir de la mémoire si on peut pas être rancunier un peu? Mhm. Et je me dirais, j'aurais énormément de difficulté à le laisser partir sans étirer le plus possible ce qu'on peut avec les lois du travail en Grande-Bretagne, toutes ces choses-là. Euh, Moi, en tout cas, j'essaierai d'aller le plus loin possible. Toi, tu vois ça comment? Ben, c'est sûr que pour une écurie comme Audi, c'est l'idée. Maintenant, en termes de distance, tu sais, est-ce que Lawrence Stroll va vraiment faire un chèque faramineux pour l'avoir quelques mois plus tôt? C'est de déterminer la valeur de ça. Est-ce qu'on est Mhm. capable de fonctionner sans Jonathan Whitley pour quelques mois? Parce que est-ce que ces quelques mois-là, plutôt, et on ne sait pas combien de mois, valent X nombre de millions? Moi, je pense que si Audi veut les tirer sur un an, ben, disons un an, jusqu'à la prochaine saison, Oui. ben, c'est déjà très long comme période de jardinage qu'on aime bien parler, toi et moi. Donc, c'est pas impossible, mais je sais pas quel montant d'argent Audi pourrait réclamer. Puis, Lawrence Stroll, on sait qu'il est poche profonde, mais il y a toujours quand même des limites à ce qu'on peut faire des chèques en blanc. Moi, ce que j'aime d'étirer jusqu'à l'année prochaine, c'est que la F1 évolue tellement vite, avec la nouvelle ère en plus, c'est que si tu lui permets de revenir, disons, juste au premier Grand Prix ou avril l'année prochaine, ben la F1, ce sera plus la même du tout. Tout ce Mhm, qu'il sait, ça vaudra plus rien. Parce que mhm, on va être rendu ailleurs dans l'évolution des voitures. On le sait, là, déjà là, on l'a vu en 3 Grands Prix, comment que l'écart s'est déjà resserré, pas pour tout le monde, mhm. mais à certains endroits. Donc, c'est facile d'imaginer, de dire, dans 12 mois, qu'est-ce que ça va avoir l'air et ce que toi, tu sais ou tu as appris dans le début de cette nouvelle ère de réglementation, ben, ça vaut plus grand-chose un an plus tard. Je pense que c'est surtout là l'objectif d'Audi. Puis Aston, à moins que je me trompe, je pense pas qu'on achète Whitley pour les secrets, là. C'est vraiment, on achète Non, Whitley pour, vraiment pas, là. c'est ça, pour son leadership, puis ce qu'il est capable d'emmener, puis le fait qu'il connaît déjà
AJ Newey, puis je pense que AJ Newey, c'est un gars assez, bah, je pense pas, là, on le voit, là, c'est un gars assez particulier là, dans sa façon. De toute Ouais. façon, je veux pas généraliser, mais les ingénieurs ont toujours leur petite particularité normalement. Mais ce gars-là, je pense que ce qu'on voulait faire, c'est pas venir bousculer son écosystème. Je pense que le fait que Andy Cowell était là, ça a créé un peu justement ça a créé quelque chose qu'on voulait pas à l'intérieur. Fait que là, en allant chercher justement un gars qu'il connaît bien, qu'il a côtoyé chez Red Bull, ben là, on sait qu'on va pas nécessairement venir bousculer l'environnement Newey. On sait, Whitley, il s'est composé avec ça. Je pense que c'est surtout ça qui vient séduire le clan Aston Martin en faisant l'acquisition d'un nouveau directeur et en choisissant ce candidat-là, et pas nécessairement ce qu'il connaît, ce qu'il pourrait apporter là, des secrets de la compétition. Ben, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est sûr que cette décision-là va avoir été approuvée par Eddie Newey si ça arrive, là, parce que Oui. on s'entend qu'il n'y a rien de confirmé, mais on est d'avis que ça s'en va par là. Fait que c'est certain qu'en amenant Jonathan Whitley, comme tu le dis, Newey est en terrain connu, il est confortable. Tu sais, moi, si tu me dis, hey, on va te ramener ton collègue avec qui tu travaillais il y a 6 ans, puis que tu as passé une dizaine d'années avec cette personne-là, puis tu t'entendais bien, ben tu vas être content. Pour toi, ce ne sera pas quelque Non. chose de. C'est pas un élément perturbateur dans ton environnement, c'est même quelque chose qui peut être à la rigueur réconfortant, puis te redonner confiance un peu plus en l'environnement dans lequel tu es placé. Donc non, je vois ça d'un bon œil. Moi, j'ai l'impression que c'est sorti très vite, cette nouvelle-là. Puis j'ai Quand même, l'impression hein? que, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien quand Mercedes a annoncé que Bradley Lord devenait leur deputy team principal. Donc, Mhm. député directeur d'écurie. Ça me fait penser un peu comme dans les villes avec il y a le shérif puis il y a le député, là. Quand le Ouais, shérif est ouais. pas là, quand le Ben là, shérif, si le shérif se fait ben, tirer, c'est tu sais que exactement le député ne se fera pas tirer. C'est Ah, Seigneur. exactement où je m'en allais. Ouais. On voit le shérif à l'hôpital, puis là, c'est le député qui s'occupe du Mm. village. Là. Ben, c'est la première fois que je l'entends, ce terme-là. Mais en tout cas, on aurait pu dire assistant, peut-être qu'on n'aimait pas le mot assistant. Ouais. Mais en gros, on le sait qu'il va être le bras droit à Toto Wolff. Il l'était déjà un peu parce que, pour les gens qui ne Mhm. le connaissent pas, Bradley Lord est arrivé en 2013 comme directeur des communications. C'est un gars qui est très bon, justement, le terme le dit, communication. C'est un de ses atouts. On le voit quand Toto Wolff n'est pas là, c'est lui qui va s'occuper justement de gérer les journalistes. On l'a vu à des moments où ça allait un peu moins bien l'année dernière pour les flèches d'argent. Je pourrais même dire dans les dernières saisons, depuis les fêtes seules, puis que Toto est un peu tanné. Là. Autant que Toto est très, très visible lorsque ça va bien, puis il gagne, puis on accumule les championnats, ben, il était plus en retrait là, quand que les journées étaient difficiles. Peut-être que pour lui, c'est meilleur de pas parler sous l'émotion, puis de pas dire n'importe quoi. C'est peut-être sa façon de se contrôler, mais avait tendance des fois à se retirer, puis justement, c'est le bon vieux Bradley Lord qui venait des fois parler ou discuter de sujets un peu plus difficiles. Donc, de le faire progresser, pour moi, c'est normal. Je le voyais déjà comme le numéro 2 dans la hiérarchie Mercedes. J'ai eu l'impression qu'on a fait ça, par exemple, pour le protéger. Empêcher qu'il s'en aille ailleurs. On le sait que dans d'autres domaines, comme le hockey ou le soccer, Mhm. tous ces sports-là, lorsque une autre équipe veut faire ton acquisition, si c'est pour un rôle équivalent, normalement, c'est plus difficile de négocier. Puis là, la personne dit, ben, je Mhm. fais déjà. Mais si c'est pour une promotion, on peut pas l'empêcher de quitter. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'évoluer dans la vie. Alors, on dirait que Mercedes, ça leur a un peu ouvert les yeux de dire, OK, Aston cherche un directeur. Audi va. Ben, Aston a probablement trouvé son directeur, mais on sait qu'il y avait des Ouais. recherches. Puis là, on se dit que là, Audi, il y a un trou qui se fait là. On ne voudrait pas nécessairement perdre quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qu'on a investi en lui depuis 2013. Peut-être c'est moi, là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien entre cette nouvelle-là qui est sortie dans les heures suivantes, tout ce branlement-là là, qui se passait du côté un peu plus loin dans la ligne des puits. Là. Ben, c'est pas impossible. C'est sûr que si ça sort si rapidement, moi j'ai comme l'impression quand même que ça se trame depuis un petit bout de temps là, pour Bradley Lord. Toutefois, il ne faut pas oublier que Toto Wolff, ça fait longtemps qu'il fait ça. Hein, je veux dire, à un Oui, moment donné, là en plus, il caresse l'idée d'aller chercher des parts dans une autre écurie, comme on a déjà parlé. Tu sais, c'est un gars qui est actif, mais c'est aussi, à un moment donné, je pense qu'il a besoin d'un, comme on dit en bon québécois, d'un break. Donc, oui, sécuriser ton monde, mais d'avoir ces gens-là autour de toi vont peut-être te permettre, de garder ces gens-là, pardon, autour de toi vont peut-être te permettre de pouvoir souffler un peu. Peut-être qu'il est en train de préparer une certaine retraite un jour, Toto Wolff. Là, il ne fera pas ça toute sa vie. Là. Je veux dire, c'est taxant là, sur le corps et l'esprit, faire des saisons de Formule 1 sans arrêt. Là. À un moment donné, tu as une famille aussi. Donc, moi, je vois ça du côté père de famille, là, on va dire.
Toto Wolff, je pense que c'est bon de sécuriser son monde puis de garder ses bras droits près de lui parce qu'après ça, si la prochaine personne en lice n'est pas quelqu'un à la hauteur, exemple de Bradley Lahr, tu vas peut-être galérer un peu pour aller chercher des talents. Il va falloir que tu ailles les chercher ailleurs, ce que tu veux pas parce que tu veux faire confiance au monde de l'intérieur que tu connais bien. Il reste le PDG de l'entreprise, donc Mhm. il Oh, fait ouais. les deux chapeaux. Il fait le rôle de Zach Brown et le rôle d'Andrea Stella, si on fait une comparaison avec ce que McLaren a comme hiérarchie. Donc, comme tu dis, laisser la place à l'or. J'aime le lien que tu fais avec l'acquisition possible d'Alpine. Si Toto Wolff devient bah, je sais pas à quel point ça vient faire mieux avaler la pilule, mais on se dit, s'il n'est simplement qu'un actionnaire PDG de Mercedes, donc est-ce qu'il ça lui ouvre la porte d'avoir des parts dans une autre écurie de F1. On sait que ça s'est déjà fait à l'époque, mais c'était différent avec Minardi, Red Bull, bien sûr, encore, deux écuries, sauf que j'ai l'impression que c'est un peu différent que si c'est l'entreprise en haut qui est propriétaire, c'est pas vraiment, en tout cas, tu comprends ce que Oh, je veux ouais. dire, là? Il y a des Mhm. façons de voir ça. Je sais pas si ça vient faire un conflit d'intérêt qui est moins gros si le fait qu'il est juste un actionnaire, mais il est pas juste actionnaire. Il garde son rôle de PDG encore, il est encore directeur d'écurie. L'autre est seulement un député directeur. Ouais, Je sais ouais, c'est pas. ça. Je sais pas, c'est un lien que tu viens de dire ça, puis ça me fait, je réfléchis à voix haute, là, de dire est-ce que ça peut être ça plutôt la cause? Je pense pas. Je pense que c'est encore le fait qu'on voulait justement sécuriser quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un qu'on a confiance depuis 2013. Puis en faisant ça, on lui donne une promotion, on le garde heureux, on lui bonifie sûrement son salaire, j'espère, Oh, normalement. certainement. Oui. Donc, je pense que c'est une belle façon d'être sûr de le garder heureux et qu'il ne soit pas courtisé. Parce que c'est vrai que quand tu fais le tour, là, quand tu regardes la liste de qui serait disponible, tu ne veux pas aller faire comme Alpine puis sortir un gars champ gauche d'une autre série ou quoi que ce soit, ou faire comme Williams avait fait il y a quelques années de prendre un gars de la WEC et l'emmener Mm. comme directeur. Ça n'a pas duré longtemps finalement. Si on veut vraiment rester à l'interne, ben c'est sûr qu'un gars comme Bradley Lord aurait probablement été convoité par d'autres écuries. Donc, c'est une bonne façon de le sécuriser. Tu as parlé de père de famille. Donc, j'ai le goût d'enchaîner sur un autre Ah, ben sujet à pourquoi cause pas. de ça. Moi, je ne l'ai pas vu venir, là. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose, qu'on était dans une préparation de 9 mois. Mais en tout cas, Fernando Alonso, qui est rendu père à 44 ans. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il n'était pas dans la première séance de célib, qui a manqué la journée des médias. Donc, lui et Melissa Imanez, une journaliste de deux ondes, journaliste sportive, donc ont Mhm. donné naissance à leur premier enfant. Donc, Fernando Alonso, à 44 ans, il ne fait pas que conduire des Formule 1. Il est aussi maintenant père de famille. Donc, ça, pour vrai, je m'attendais vraiment pas à ça de Fernando Alonso. Moi, je savais qu'il n'y avait pas d'enfant. Mais je savais même pas qu'il y a, tu sais, à un moment donné, il y avait eu des rumeurs qui étaient avec Taylor Swift. On se doute bien que c'est pas Taylor Swift la mère, là. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis pas très potin, là, tout ce qui se passe à l'extérieur, ces choses-là. Mais quand même, ça a un impact sur le week-end de course, puis ça a un impact peut-être sur le futur de Fernando Alonso, qui a maintenant d'autres choses à surveiller que juste faire rouler sa voiture qui vibre beaucoup ces temps-ci. Il y a un lien très intéressant avec le fait que Fernando Alonso soit maintenant père de famille et qu'on soit à Suzuka. On se rappellera du dépassement qu'il avait fait Oui, sur Michael Schumacher au c'est virage qu'on vrai. appelle le 130R. Et il avait dit quelque chose du genre, mettons, hey, on y avait posé la question, hey, t'as dépassé Michael Schumacher par l'extérieur au 130R. Est-ce que, tu sais, c'était pas un peu culotté ou dangereux? Il dit, je me suis rappelé que lorsqu'il arrive des occasions comme ça, je me rappelle que Michael Schumacher je sais pas combien d'enfants il y avait, ou il y a un enfant ou deux enfants, mais Ouais. est père de famille. Fait que, tu sais, il prendra peut-être pas ce risque-là, alors que moi, le fait que lui ne le soit pas, il prend ces risques-là. Ben là, maintenant, est-ce qu'on va voir Fernando Alonso prendre autant de risques? En même temps, 44 ans, c'est quand même tard dans la vie pour avoir des enfants. C'est pas trop tard, mais tu sais, Alonso, je pense que si justement il veut une descendance, le temps file, là. Donc, non, félicitations au couple Alonso-Jiménez. Et puis, est-ce que c'est le premier d'une longue lignée? Sait-on jamais. On sait que Bernie Ecclestone a eu un fils à, je crois, à l'âge vénérable de 88-89 ans dans ces eaux-là. Donc, finalement, 44 ans, c'est jeune. C'est très jeune quand on compare avec Bernie Ecclestone. J'adore le Ouais. lien que tu as fait avec Suzuka, c'est vrai. C'était une phrase mythique dans l'histoire de Mm. la F1, puis c'est une phrase qui est restée dans la tête de bien des gens, qu'on sait que justement, à la base, ben, c'est des êtres humains qui sont dans les voitures. Il y en a qui peuvent prendre plus de risques que d'autres, il y en a d'autres Mm. qui, justement, ont
ont plus à penser que juste disputer un virage ou gagner une position. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'ajustement dans le cas d'Alonso. Mais le fait que c'était dans sa tête dans le temps, c'est un bon lien que tu fais de dire que ça pourrait bien. Il pensait à ça quand il était jeune, que l'autre devait penser à ça. Donc, lui se retrouve dans cette situation-là. Donc, est-ce que ça va changer sa façon de conduire? Mais pour l'instant, je peux te dire que la chose qui affecte le plus sa façon de conduire, c'est la voiture. Le moteur Honda, si on veut vraiment pointer du doigt quelqu'un, quoique je pense que le rôle est quand même partagé. On en a parlé dans les dernières semaines, dans la gestion du fait qu'on savait pas au mois de novembre que c'était pas les mêmes personnes qui travaillaient sur le moteur Honda. Ouais, non, ça, Ouais, je j'ai pense que l'impression que le problème, on peut pas juste pointer du doigt le manufacturier japonais. Justement, qui se présente au Japon un an plus tard, alors qu'on était avec Red Bull, puis que ça allait bien. Victoire de Verstappen, c'est 4 en ligne l'année dernière. Là, on arrive dans des moments beaucoup plus compliqués. Disons que je pensais jamais croire ça, mais j'aimerais mieux que dans les souliers Toyota, qui arrive avec son nom et une livrée Godzilla qui est incroyable sur la Haas. J'ai l'impression que tu sais, si tu m'avais dit ça il y a un an, Toyota va arriver en meilleure position pour le Grand Prix au Japon que Honda, j'aurais fait comme ouais, c'est tant que ça. Mais là, non, pour j'aurais l'instant, jamais cru ça, moi non plus. non, 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 moi non plus. Mais là, c'est ça, on est devant nos partisans, puis on n'a pas grand-chose à offrir. Jack Crawford, on le disait, a monté dans la voiture. C'est lui qui est le nouveau pilote de réserve. Hein. On parle plus de Drugovich là maintenant. Mm, Drugovich est parti faire d'autres choses. Donc ouais. Crawford, pilote américain, il avait la chance de remplacer Alonso pour la l'AEL1. Je peux te dire que Fernando n'a pas manqué grand-chose. 3 tours, 4 tours, gros max, on lui a demandé de rentrer la voiture, puis c'était la fin. Je m'y attendais, ça, Ouais. Martin, là, quand on s'est parlé de Jack Crawford, j'ai fait. Ah, il fait L1. Bon, il faut qu'ils mettent des pilotes recrues. Il y a je vais dire une allocation. Il y a une obligation, on va dire, de mettre des pilotes recrues quelques fois dans l'année là, dans les voitures. Ben, pour Aston Martin, on passe au travers rapidement. De toute façon, ils ne roulent pas. Fait que, est-ce que ça compte? C'est là qu'on va le savoir. Mais Ben, j'aurais tendance à penser que oui. Ben, j'écoutais Crawford dans l'entrevue qui mentionnait qu'il avait déjà hâte de savoir ce serait quand la prochaine fois qu'il aurait la chance de monter la voiture. Ouais. Il a dit qu'il a apprécié. C'est sûr qu'il ne peut pas dire autre chose. Il a Non, dit mais que quand excuse-moi, il y a je trouve pas le ça très même. drôle. C'est ça, t'as entendu les commentaires de Lance Stroll cette semaine qui sont un peu explicites, là. Mais disons que Crawford ne pouvait pas vraiment se permettre d'aller au même endroit. Un, son père n'est pas propriétaire de l'écurie. Non, non. Deux, il n'a pas le statut d'un Lance Stroll ou d'un Fernando Alonso. Du côté, si on dit que ça va bien du côté d'Aston Martin, on parlait de Mercedes tantôt. Les gens ont sûrement eu la chance de lire, sinon je vous invite à le faire. L'article Trajectoire technique qui était publié cette semaine sur la page de F1 Podcast qui mentionnait à quel point que c'est plus qu'une histoire de ratio ou de compression. La W17 de Mercedes fait d'autres choses de bien. C'est facile de décerner son attention simplement sur le fait que ils n'ont pas le même ratio de compression, ou du moins on croit, on les soupçonne, ce qui devrait être réglé à partir du 1er juin, car la FIA va changer sa façon d'inspecter les groupes motopropulseurs. Mais quand on regarde ce qu'on fait bien ailleurs, la voiture est extrêmement stable, plus stable que Ben oui. n'importe quel autre sur le circuit présentement. Et c'est surtout au niveau des pneus. On l'a vu à 2 reprises dans les 2 premiers Grands Prix de la saison. On a été capable de faire un arrêt en début d'épreuve suite à une voiture de sécurité, mettre les pneus durs et aller jusqu'à la fin avec ça. Moi, je l'ai dit souvent, ça m'inquiète pas mal plus que le ratio de compression. Et Pirelli aussi, je suis content de voir ça, qu'on les a à l'œil aussi, ou du moins on a ce qui s'est passé dans les 2 premiers Grands Prix, comme on le fait toujours pour ajuster le tir. Mais il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop le fait qu'on était capable de faire, qu'on a déjoué Pirelli, dans le fond, dans les 2 premiers Grands Prix de la saison. Ce qui m'a forcé à regarder ce qu'on avait fait et observer le travail. Dans le premier Grand Prix de la saison, on avait décidé d'aller avec une sorte de gomme. Bien sûr, on ne le sait pas. On débute. Mm. Nouvelle ère, nouvelle technologie. Donc, on s'est laissé un facteur erreur. On s'est dit, on pense qu'on est allé. Pour moi, on est allé trop osé. Australie n'était pas nécessairement un Grand Prix avec une surface qui est très abrasive. Donc, on n'avait pas besoin d'aller si haut que ça. On s'est trompé. Tout le monde était capable de faire, Mercedes était capable de faire un arrêt. Donc, pour moi, on aurait dû ajuster le tir en Chine. En Chine, on a dit, ben là, le Thermac est plus agressif ici. Donc, on va monter d'un niveau la dureté des pneus. Pour moi, c'est là qu'on s'est trompé. Si on avait laissé les mêmes pneus qu'en Australie, on venait d'avoir un résultat à un arrêt en Australie. Donc, on s'était trompé. Si on part de la base qu'on veut forcer les écuries à devoir s'arrêter 2 fois, c'était un échec en Australie. Donc, pourquoi avoir ajusté le tir en Chine? On aurait pu garder la même recette puis se dire, ici, le Thermac va être le grand égalisateur. Oui, on met les mêmes gommes, mais le Thermac va venir les affecter un peu plus. Donc, on devrait avoir ce qu'on veut des 2 arrêts.
Là, je veux pas te devancer parce que normalement, on donne ça un peu plus tard dans l'épisode, l'histoire des Mhm. pneus. Mais là, on a décidé d'aller avec les plus durs possibles. Donc, d'un côté, on dit, on a ça à l'œil, on veut provoquer 2 arrêts. Mais je trouve que les agissements ou les décisions qu'on prend ne vont pas dans le même sens. Toi, de ton côté, là, depuis le début de la saison, oui, on a eu beaucoup de spectacles, on a eu beaucoup de dépassements. Sauf Mhm. que aussitôt qu'on est capable de tomber dans cette fameuse stratégie-là de dire on conserve, c'est là que ça gâche un peu le reste du Grand Prix ou le reste de la journée. Ton côté, toi, est-ce que tu penses que Pirelli doit ajuster le tir et que ça commence dans leur cours, justement? Pas nécessairement à sortir une C6 ou commencer à inventer ou réinventer la roue, là, comme on a vu dans le passé, Ouais. mais juste pour dire de mieux choisir ce qu'on rend disponible aux écuries pour un week-end de course. J'ai l'impression qu'on a la solution dans nos mains. On a les cartes dans nos mains. Il faut juste être capable de jouer les bonnes. Ben, est-ce que c'est aussi simple qu'on le pense? Ça, je ne le sais pas. Peut-être que c'est plus compliqué un peu que ça. Je suis certain que c'est plus Euh, dur. c'est ça. Puis, c'est drôle parce que tu parles de ça, je t'écoute parler, puis on a discuté un peu, évidemment, avant d'enregistrer ce podcast-là. Il y a des, il y a des grands cerveaux de la course automobile que je connais de près, là, qui, eux autres, ont trouvé le moyen de contourner ça. Ils exigent, lors de leur course de simulation, les jeudis soirs, qu'on utilise les 3 types de gomme. Oui. Donc, ce qui oblige à faire 2 arrêts. Mais faire blague à part, c'est ça qu'on fait, nous, dans nos courses de Oui, oui. simulation. J'aimerais tellement ça si c'était obligé dans les Grands Prix d'F1 d'utiliser les 3 gommes. Ça obligerait un minimum de 2 arrêts partout. Est-ce que ça réglerait le dossier? Peut-être. Maintenant, pour ce qui est de Pirelli et de sa façon de gérer ça, ben c'est vrai, comme tu dis, il aurait pu faire ce test-là d'entrée de jeu, garder la même gomme et voir qu'est-ce que ça fait sur une surface plus abrasive. Pas le même type de circuit, mais ça n'empêche pas que en Chine, les pneus sont quand même, sont quand même taxés, là. Ce premier virage-là, qui est interminable, je peux te dire que ça doit te bousiller un pneu avant gauche Oui. assez solidement. Donc, c'est de voir, là, comme on dit, est-ce que c'est aussi simple qu'on le pense? Peut-être que oui, peut-être que non. J'imagine que non. Sauf que il est encore tôt peut-être pour taper ses doigts Pirelli, mais notre patience a quand même des limites. On aimerait ça les voir faire des choix peut-être un peu plus osés, là. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le risque qui arrive, Martin, qui mettent des gommes plus molles puis qu'ils exigent d'autres arrêts? On va juste les avoir, ces arrêts-là, là. Ça, tu sais, les gars vont le savoir que leurs pneus sont en train de se dégrader. Je pense pas qu'on va avoir un surplus de crevaison parce que les pneus sont dégradés puis que les gars vont les avoir surétirés comme on a déjà vu à Mhm. Silverstone il y a bien, 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 bien longtemps. Ou au Donc, Qatar aussi, qu'à un moment donné, il y avait une crainte là, que le stress sur le pneu à cause des oui, vibreurs. c'est vrai. Ben C'est oui, ça. ben oui, ben oui. Mais- Excuse-moi, j'oublie souvent ce qui se passe au Qatar. Fait que ça Ce qui se sort de passe mon au cerveau. Qatar Mais reste tu as au Qatar. raison, les fameux Ouais. vibreurs, tout ça. Pas le droit de faire plus que X nombre de tours sur un train de pneus. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu. Ah non, tu veux pas restreindre les stratégies. Ben non. Tu veux provoquer, mais tu veux pas justement, lorsque tu as 2 arrêts, ben c'est là que tu vas créer plus qu'une stratégie possible pour mener à la victoire. Lorsque tu es Mhm. capable de dire, ben, le truc, c'est de débarrasser de tes gommes aussitôt que tu as une voiture de sécurité. Parce que le facteur qu'il faut pas négliger cette année, c'est qu'avec la nouvelle réglementation, les nouveaux groupes motopropulseurs, les voitures virtuelles de sécurité, les voitures de sécurité vont redevenir partie de l'équation. On se rappelle, là, l'année dernière, on cherchait, même à un moment donné, je disais, Aston Martin puis Mercedes, vraiment, ils vont changer, ils vont renégocier leur commandite parce qu'on voyait même Mhm. plus leurs voitures. On voyait même plus les voitures de sécurité lors des épreuves. Il n'y avait pas d'abandon, il n'y avait pas nécessairement d'accident parce que les pilotes étaient rendus prudents ou meilleurs. Euh, donc, tout ça faisait en sorte que ce n'était plus un facteur. Maintenant, en 2026, ça va redevenir, on l'a vu depuis le début de la saison, une voiture de sécurité dans les premiers Ouais. tours de l'épreuve, que ce soit justement une Aston Martin garée sur le côté, une Cadillac qui perd ses morceaux en piste. Tu comprends la situation? Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait en sorte que là, ça ouvre la porte à des écuries de dire, bon, on s'arrête tout de suite, on paye moitié prix qu'un arrêt standard nous coûterait. Mhm. On met les gommes puis on va jusqu'à la fin avec ça. C'est sûr qu'il y a des stress sur le pneu, des études à faire sur le caoutchouc, sur comment qu'on va, la charge qui va être déployée sur un pneu, comme on le voit à Suzuka, sur les virages. J'ai l'impression que là, c'est ce qu'on a eu peur du côté de Suzuka. On s'est dit, ah, il va y avoir trop de force sur le pneu, donc on doit aller avec la gomme la plus dure. En plus, on a resurfacé
au complet le circuit de Suzuka. On avait commencé ça l'an dernier, puis on l'a fini, on l'a achevé pendant la saison morte. Normalement, ça devrait jouer dans le sens que ça devrait être moins dur pour le pneu, sauf que ça permet d'aller plus vite aussi. C'est peut-être ça que du côté de Pirelli, sauf que dans le concept de la sprint du week-end, de l'autre week-end passé, euh, on avait une séance d'essai libre pour quand même prendre une lecture. Après ça, on avait une course sprint de 20 tours pour continuer notre étude. Puis Mhm. après ça, on aurait pu peut-être s'ajouter puis dire dans le Grand Prix, ben, on s'est trompé, fait que 2 arrêts obligatoires. Je te dis pas que c'est l'idéal de commencer une saison, sauf qu'on avait quand même un bel échantillon pour construire le week-end de course en Chine et après bâtir le reste de la saison là-dessus. On l'a pas fait. On ne réécrivra pas l'histoire, sauf que je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus agressif dans notre sélection de pneus pour le week-end qui s'en vient, le week-end présent, sauf qu'on ne l'a pas fait. Si tu Ben, permets... Oui, vas-y, j'ai vas-y. une petite réflexion là-dessus, Ouais. puis je réfléchissais à ça pendant que tu parlais. Les pneus. Tu parles de voitures de sécurité. Puis ça, écoute, je suis pas expert en pneumatique, puis je suis pas chimiste ou quoi que ce soit, mais il y a une affaire que je vois souvent, exemple, quand j'écoute du NASCAR, on parle du cycle thermique des pneus. Donc, les pneus se montent en température et lorsqu'une voiture de sécurité, il baisse en température et ça affecte un peu le composé du pneu, ça le fait durcir un peu. Donc, Ouais. des fois, ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes performances après un cycle ou deux tu sais, de chaud-froid, chaud-froid. Est-ce que ça peut influencer, même chose en F1, est-ce que les pneus se baissent suffisamment en température pour avoir des cycles comme ça et font en sorte que la gomme se durcit un peu, peut-être dure plus longtemps? Bon, tu sais, je vois ça en NASCAR souvent, ces discussions-là, Ouais. sans rentrer on va dire, dans le creux du sujet. Puis comme je te dis, je ne suis pas chimiste, mais c'est quelque chose qui, peut-être à un moment donné, on devrait peut-être se pencher là-dessus puis voir c'est quoi les effets d'une voiture de sécurité sur un pneu de F1 Mhm. et est-ce que ça change sa durée de vie là, à court ou moyen terme? C'est sûr que les pilotes voient quelque chose à l'intérieur parce qu'on se plaint toujours que la voiture de sécurité roule pas assez vite. Puis Ouais, normalement, ouais. c'est pas parce qu'on veut battre des temps, c'est pas le cas, c'est normalement c'est qu'on voit la température chuter drastiquement sur nos pneus. Donc tu as Mhm. raison qu'il y a probablement un parallèle à faire avec ça. Mais il y a un parallèle à faire avec les pneus, parce que là, tu me vois venir, je veux te parler de Max Verstappen et de son week-end au Nürburgring, euh, Ah, ah, que les pneus ont eu un impact sur son résultat. ben oui. Une belle pole position, une super belle victoire avec son équipe, puis finalement, au bout de la ligne, disqualifié parce qu'on a utilisé, je pense, c'est 8 trains de pneus sur Ce serait 7. c'est 7, puis on avait droit Ouais, à 6, c'est ça? ouais, OK. exactement. Donc, 7, j'ai eu des questions là-dessus. C'est fou comment Mhm. que je vois les gens s'intéressent au parcours de Verstappen à l'extérieur de la F1. C'est notamment notre question que je vous demande aujourd'hui, qu'on a choisi ensemble avant de Mhm, ben commencer oui, à c'est le fun quand je enregistrer. consulte. Oui, exactement. La question pour nos auditeurs, on demande, est-ce que ça vous intéresse, ça, les périples de d'autres pilotes, des pilotes de F1 ou de Max Verstappen à l'extérieur de la Formule 1, donc dans d'autres séries? Est-ce que ça vous pousse à en écouter d'autres? La question va être beaucoup plus concise et précise une fois que je vais la mettre en ligne. Mais vous voyez où est-ce que je vais en venir avec ça? Donc, vous avez les choix de réponse de dire, ça m'intéresse, j'apprends, je découvre avec lui ou je découvre grâce à lui. Vous pouvez complètement nous dire, c'est pas de la F1, je m'en fous. Mais on a décidé d'en parler parce que j'ai tellement eu de commentaires que je vois qu'il y a un intérêt pour ça. Il y avait des questions. Je sais que tu suis beaucoup de séries. Mhm. Euh, une question de John Kirsty qui me demandait, est-ce que tu penses que ça a été fait délibérément et on s'est fait avoir ou c'est vraiment encadré le nombre, tu sais, les pneus comme en Formule 1, en F1, si on voyait une écurie dire, bah, nous autres, on va passer un train de plus qu'on n'est pas supposé, on trouverait ça un peu stupide parce que c'est impossible de déjouer. Tout est scanné, tout est numéroté, tout est, et c'est légiféré dans ce cas-là, donc on peut pas faire ça. Mais du côté de la série qu'on était en endurance Nürburgring, est-ce que c'est qui décide de mettre ses pneus? Finalement, on s'est juste fait prendre la main dans le sac, mais on aurait pu faire ça 10 fois et pas se faire prendre. Le fait qu'on parlait d'un code barre et d'un scan, moi, je vois qu'il y a un système en Mhm. place, mais j'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Ben, avant de savoir tout ce que je sais maintenant, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, eh mon Dieu, mais quelle erreur de débutant. Mhm. Normalement, lorsqu'une équipe se présente à quelque part, c'est très bien les règles et doit respecter ça. Donc, il y a quelqu'un qui doit veiller au grain pour pas dépasser cette allocation-là. Maintenant, bon, on sait que c'est pas parce que tu as le droit, mettons, à 6 trains de pneus que tu as seulement 6 trains de pneus dans ton garage. Tu sais, il y en a qui peuvent être défectueux. Tu as plusieurs aussi, tu plusieurs types de gommes. Hein, c'est pareil un peu là-dedans. Et se serait passé dans l'équipe de Verstappen, c'est que il y aurait eu, on va dire, une erreur parce que durant les qualifications, ils ont essayé quelques composés de gomme différents, puis ils se sont peut-être mélangés un peu
dans leur utilisation. Comme je dis, ça reste une erreur de débutant. Faut garder le fil de ça. Je crois pas qu'il aurait fait exprès. Il y a cette fameuse rumeur-là qui dirait qu'il aurait peut-être fait exprès, histoire de pouvoir les avantager dans la balance de performance plus tard pour les 24 heures du Nürburgring. J'en doute, là. Je pense pas que si Verstappen se présente là aussi, je pense s'il veut gagner, il veut gagner à la régulière et non pas faire de ce genre d'entourloupe-là. Donc, à cet égard-là, non, là, tu sais, c'est une erreur d'équipe. Je pense pas que c'était voulu, malheureusement. Mais on a bien vu l'équipe de Max Verstappen quand même gagner cette course-là là, et dominer. Là, il y en a qui vont dire, ouais, ils ont eu un train de pneus supplémentaire, mais ça reste que c'est pas une équipe de pichou, là. Non, puis on n'a pas fait la gestion de la course en disant, ben nous, on va utiliser un train de pneus différent. Pas Donc, du tout, non. on n'a pas maximisé ça du côté. Mais en gros, la performance, tu as trouvé ça impressionnant. Je sais que toi, tu trouves ça super intéressant de voir les pilotes aller dans d'autres séries. Donc, je sais déjà ton opinion face à ça. Le fait que ça aide à faire découvrir justement des séries peut-être un peu méconnues. Ici, je dirais en Amérique, parce qu'en Europe, Mhm. c'est quand même assez populaire. Trouves-tu que c'est bien? C'est le fun que Verstappen fasse ça? Ben oui, parce qu'on le voit tout de suite dans. euh, déjà, la première fois, lorsqu'il est allé faire cette fameuse course-là, la NLS l'année passée, il y a eu beaucoup plus de gens qui vont aller suivre ça. Fait que c'est bon pour la série. C'est bon pour les amateurs de course en général parce que ça leur donne un peu plus de bonbons. C'est bon pour le circuit du Nürburgring qui n'a pas toujours bien été, hein. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est une grosse piste. Ça coûte cher d'entretien, tout D'entretien. ça. C'est le circuit le plus mythique sur la planète. Donc, ça amène beaucoup d'yeux. Là, je voyais justement un reporter et il parlait des 24 heures. Tu sais, normalement, les 24 heures, les gens vont là, ils peuvent faire du camping autour du terrain. Je peux vous dire que là, si vous voulez une place autour du Nürburgring pour camper et voir la course, va falloir s'y prendre très, très tôt parce que ça va partir. Puis il va y avoir énormément d'intérêt. Tout le monde va regarder cette course-là sur les internets. Moi, je suis, Martin, un grand fan de voir les pilotes de F1 ou de tout type de catégorie aller faire d'autres sortes de courses. On a déjà vu Kimi Raikkonen aller faire une course de NASCAR là, avec le projet 91, le même qui avait amené Shane Van Gisbergen là, en NASCAR. Donc, j'aime ça voir ces gens-là aller ailleurs. Puis oui, moi, ça suscite mon intérêt. Tu sais, j'écoute beaucoup de sortes de courses. Fait que tu vas me dire, ouais, mais toi, tu les écouterais probablement déjà. Ben, tu sais, le LLS, je le suivais. Je sais c'est quoi, mais je le regarde pas religieusement. Quand Verstappen est là, ben oui, ça m'intéresse plus de le regarder. Puis pour les gens qui disent, ouais, mais Verstappen va là, il gagne, etc. Sachez que Max Verstappen, il l'a pas eu facile en fin de semaine passée. Bon, oui, il a fait la pole, mais la première fois qu'il est allé là, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme. Les meilleurs n'étaient pas là. Là, en fin de semaine, il y avait du monde là. Il y avait des gros noms. Augusto Farfus qui a déjà gagné les 24 heures du Nürburgring pour BMW. Un pilote BMW qui est là depuis genre, une quinzaine d'années avec eux autres. Vraiment une grosse pointure. Puis Max Verstappen aussi n'est pas habitué avec les règlements de cette course-là. Il s'est fait prendre les culottes baissées. Il suivait le premier, puis à un moment donné, il a tapé les freins en voyant un type de drapeau, mais c'était pas un drapeau, il devait ralentir, puis il a perdu 3-4 secondes. Donc, on voit qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise avec ce type de course-là, même s'il est à l'aise avec la voiture. Donc, ça amène ces petits impondérables-là, de voir Verstappen découvrir ça, puis de le faire un peu avec lui. Donc, une très bonne équipe avec lui. Je vous invite à regarder les noms des gars qui sont avec lui. C'est des gars bien établis en GT puis en endurance, tout ça. Mais ça va être très intéressant, cette course-là. Puis il va y avoir beaucoup, beaucoup de gros noms aux 24 heures du Nürburgring cette année. Donc, je vous encourage à le regarder. Ça éveille les passions de la course automobile, donc c'est toujours un plus, comme on peut dire. Dans ce sens-là, de voir qu'on est capable, justement, un week-end qu'il n'y avait pas d'F1, parler quand même de course, Ben ouais. parler par l'entremise d'F1 aussi, mais aussi faire découvrir d'autres séries qui méritent d'être découvertes. Si je regarde de la passion, puis on parle de tout ça, je veux faire ça très, très bref, parce que Ouais. je pense pas que ces gens-là méritent énormément de notre attention, mais il faut quand même préciser les cola Pinchot, OK? Ça, c'est les les fans de Franco Colapinto. On va pas dire les Argentins parce qu'on ne sait pas si c'est juste les Argentins, mais on sait que la passion du foot et toutes ces choses-là, des fois, fait en sorte que bon, on prend ça beaucoup trop au sérieux. Mais là, tout ce qui touche Franco Colapinto, et j'en fais pas partie, finit en menace de mort envers le pilote qui est de l'autre côté. Ocon rentre dans Franco, finalement reçoit des menaces de mort. On se rappelle l'année dernière, Jack Doohan, qui était en compétition pour le volant, recevait aussi des menaces. Je veux juste dire un peu au monde là,
on peut-tu se calmer un peu? Je comprends que le sport éveille les passions, puis que c'est le fun, l'émotion, puis toutes ces choses-là. Sauf que de là à menacer de mort un pilote comme Esteban Ocon, c'était pas pour un championnat en plus de la collision. Là. Je sais que ça n'aurait rien changé, même si c'est pour un championnat, ça vient pas plus dire que on devrait agir comme ça. Mais quand même, on peut-tu descendre un peu le niveau d'intensité? En tout cas, je trouve ça un peu aberrant. Je m'excuse, François, mais on n'a plus vraiment de temps pour Ouais, jaser pas de de ça. Là. trouble. Mais Ouais, comme je ouais. dis, je voulais pas leur donner trop d'attention, mais quand même, j'en reviens pas qu'on est dans cette situation-là avec les réseaux sociaux puis tout maintenant. Là, c'est vraiment incroyable. Mais maintenant, passons à ce qui mérite vraiment notre attention, c'est-à-dire l'action qui avait en lieu en piste vendredi du côté de Suzuka. Eh bien oui, c'est du côté de Suzuka au Japon qu'aura lieu la troisième ronde du championnat 2026 sur ce tracé mythique de 5,007 km qui contient 18 virages, un tracé en forme de 8, si vous faites vos Mhm. 8 d'une mauvaise façon, là, bien, vous comprenez que le circuit repasse par-dessus le tracé, donc on se croise à un certain moment, mais n'inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger pour les pilotes puisqu'on passe au-dessus de la piste. Mais c'est le seul circuit en F1 qui a encore cette forme de 8-là. Très On va pratique. devoir compléter 58 tours, 53 tours plutôt lors de la course de dimanche. Et les gommes qui ont été choisies par Pirelli, on en parlait en début d'épisode, la C1 sera la plus dure, la C2 sera la médium et la C3 sera la gomme tendre. De ton côté, François, j'ai envie que tu me parles encore une fois de ton appréciation pour ce tracé de Suzuka qui avait été inventé, construit pour Honda Mhm. comme piste d'essai dans le temps. C'est un circuit qui a roulé sa bosse depuis plusieurs années en F1. Simon Bachand, dans son Ben oui. article Week-end de course, nous parlait à quel point que dans le temps, c'est là qu'on consacrait les champions. C'est là qu'on couronnait les champions plutôt. On disait, c'est souvent là que les points comptaient le plus. On l'a vu, Max Verstappen, là, dans les dernières années, c'est arrivé à cet endroit-là. Mais on l'a complètement déplacé du calendrier. Justement, je pense que c'est la première fois qu'un Grand Prix du Japon va avoir lieu en mars. Je sais que tu as la chance de piloter sur le circuit quand même Mhm. assez régulièrement avec les simulateurs. Donc, pour toi, le circuit de Suzuka, ça représente quoi dans la hiérarchie de la course quand on parlait du Nürburgring un peu plus tôt, justement? Ah, ben, c'est un des grands classiques de course en général, évidemment, en F1. Tellement de choses, Martin, Suzuka. Première des choses, ben oui, tu dis que je le fais. Ben, c'est un des circuits que je connais le mieux en termes de pilotage dans le calendrier F1. Il y en a plusieurs que je connais, mais celui-ci, j'en ai fait énormément des tours dessus. C'est un circuit qui est très, très difficile. Tu dis oui, il est en forme de 8. Donc, comme il est sens horaire et sens anti-horaire parce qu'il se croise. Donc, pour les gens qui ne savent pas très bien où il se croise, c'est lorsque vous arrivez au virage d'Egner 1 et 2 qui appelle, ben, on passe en dessous d'un petit viaduc, on va dire, et le circuit repasse au-dessus avant le virage 130 heures qu'on évoquait plus tôt avec Schumacher et Alonso. C'est un circuit où on a vu les championnats se décider. On parle de Senna Prost, où il est arrivé des trucs très houleux entre ces deux-là. Ceux qui connaissent la Formule 1 depuis longtemps savent exactement de quoi on parle. C'est là que j'ai eu le cœur brisé en voyant Jacques Villeneuve rentrer dans le mur et sa roue passer par-dessus la clôture Hey. lorsqu'il échappait son premier championnat. Puis il y a plein d'autres choses. Suzuka aussi, c'est la place où le gazon pogne en feu le, le plus souvent, ou les Formule 1 virtuels pognent en feu aussi le Ah plus oui! souvent. Oui, C'était ma première description de course de je me F1 rappelle. sur simulateur à Suzuka et j'avais été scotché de voir qu'une Formule 1 pouvait prendre en feu La sur Alpine, hein? la Alpine, ouais, Ouais. s'appelait Juan del Castillo, le pilote que j'avais surnommé Señor El Fuego à cause de ça. Donc, Moi, ouais, je me rappelle de regarder en direct et de ouais. voir que tu étais plus surpris que le pilote de voir que Ah la ouais, voiture est en feu. We have a ouais, fire! Tu sais, ouais. on sait. Écoute, ça a été mis sur YouTube en plus par GTCQ TV, cet extrait-là où je vois, puis là je disais, Michel, venez éteindre le feu. Puis, en tout cas, c'est là aussi que j'avais fait l'allusion à John Deere Ouais. quand l'autre pilote
passer dans le gazon. Anyway, ça pour dire que Suzuka, super circuit. Là, l'année dernière, on se rappelle de l'exploit de Max Verstappen, où il avait réussi à garder les McLaren derrière lui, avec un aileron, on va dire, je vais le dire en lame de rasoir, en faisant mes guillemets. Là, cette année, j'espère qu'on va voir, avec la nouvelle technologie, on risque de voir un peu plus de dépassement. C'est un circuit qui est très étroit. C'est un vieux circuit de F1. Moi, j'aime ce circuit-là, mais c'est un circuit qui est difficile. J'ai de l'amour et de la haine parce que c'est facile de faire une erreur à Suzuka et ensuite de gâcher sa course. Donc, c'est un circuit qui est très étroit et j'ai hâte de voir comment les gars vont gérer ça. Comment les pilotes, pardon, vont gérer ça pour aller chercher de l'énergie parce qu'on a beaucoup de, tu sais, les S au début, il va sûrement avoir beaucoup de lift and coast, là, de lève le pied et recharge, ou laisse-toi aller. Donc, ça va vraiment être intéressant, mais j'ai l'impression qu'on va voir justement plus d'action que l'année dernière là, à cet égard-là. 30% moins d'appui aérodynamique. Déjà là, ça vient ajouter un peu au spectacle. Ça vient faire en sorte que les voitures aussi, le fait qu'ils sont moins larges, on peut peut-être voir, Oui, ben il y comme a tu ça, oui. dis, des déplacements à d'autres endroits. Ce qu'on a hâte de voir aussi, c'est la gestion, comment on va réussir, comme tu disais, lever le pied, où est-ce qu'on va décider Mhm. de faire ça. Donc, il y a beaucoup de questions. Ça va être comme ça toute l'année, hein. Les tracés, on les a jamais Ouais. fait avec ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est pas comme si on a beau se baser sur le passé, sauf qu'en même temps, on le sait pas. On essaie de voir un peu qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce qui peut ajouter au spectacle. J'ai l'impression que l'année dernière est facile à battre parce que ne serait-ce que le fait que Verstappen roulait avec une voiture avec énormément moins d'appui aérodynamique, un compromis qu'il avait fait pour remporter la course, aussi la pole. On verra pas ça. Donc, on va voir une autre façon, sauf qu'il faut quand même dire que même si ça va alimenter le spectacle, le fait qu'ils prennent ces risques-là, la course avait été quand même assez ordinaire, pour ne pas dire une des plus ordinaires de la saison. Simon fait souvent référence à ça, Ouais. comme quoi qu'on s'est suivi à l'intérieur de une seconde et demie, 2 secondes tout au long, parce qu'on pouvait pas dépasser, on pouvait même pas suivre la voiture à l'avant sans en récolter des problèmes sur notre mécanique ou sur nos pneus. Donc ça devrait être mieux cette année. Pour ce qui est des incendies dans le gazon, Ouais. euh, on n'en a pas vu, on n'en a pas vu dans les essais. J'ai l'impression que le fait qu'on remonte les voitures cette année, on n'est plus à l'effet de sol, on n'est pas Ben, il y obligé a de... ça, Ouais, ouais. Ça il y risque a, moins d'arriver. c'est ça, les contacts sont moins au sol. Je ne sais pas si on a pris d'autres précautions du côté de Suzuka, ou si on a décidé d'arroser ou couper la pelouse. Je peux te dire que Suzuka était très beau. Ce matin, là, je regardais ça là, avec le soleil. Tu sais, on est habitué à Suzuka, des fois, c'est un peu maussade, c'est gris, les nuages, ou dans les Mhm. dernières années, on a eu la pluie. Mais là, c'était vraiment beau. Là. Tu voyais que c'est sûr que c'est un moment de la saison qui est un peu différent, mais disons que Suzuka était resplendissant ce matin lorsqu'on regardait ça. Si on prend le temps d'observer, on disait les gommes qu'on a choisies, j'ai l'impression que ça pourrait être un facteur encore. On a resurfacé la piste. J'ai énormément de difficulté à croire que la stratégie ne sera pas un arrêt. Mhm. On sait que Mercedes va probablement être capable de le faire. Donc, si on est du côté de Ferrari, du côté de même McLaren, parce que McLaren est dans le coup jusqu'à maintenant. Je sais que on est seulement vendredi, mais quand on regarde les temps, on semble là. Euh, Ça serait un peu se mettre la tête dans le sable de ne pas envisager faire seulement un arrêt. Surtout qu'on sait que Mercedes, ça va être ça. Donc, si on le fait pas, bon, c'est un peu perdu d'avance. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce côté-là. Pirelli n'a pas nécessairement lancé la balle courbe qu'on espérait. Euh, mais ça va être intéressant. Ça va être Mhm. un week-end de course assez, c'est toujours le fun, Suzuka, mais la course, la qualification, de voir comment on va gérer ça. Du côté de Red Bull, on n'était pas encore du tout dans le coup. Je pense pas que Verstappen va réussir à répéter. Ça serait une 5e fois d'affilée, hein. C'est 4 victoires Mhm. d'affilée qu'il a fait, donc j'ai l'impression que ça va être un peu plus dur. Si tu permets, avant qu'on regarde un peu ce qui s'est déroulé dans la journée de vendredi, qu'on décortique un peu ça, je voulais te présenter notre volet trajectoire technique, bien sûr, Mhm. présenté par nos amis de service d'outils FGL, une compagnie de 3e génération complètement québécoise qui vous permet de vous procurer les produits premium, les produits de haute qualité comme Milwaukee, DeWalt, Makita. Il y en a plusieurs autres marques aussi que vous pouvez aller vous procurer là-bas. Vous pouvez aussi faire réparer vos outils. Tu sais, des fois, sur un chantier de construction, un technicien a échappé sa drill, a échappé quoi. On pense que ça fonctionne plus. Ben ouais. Le contact, ça fait plus, il y a quoi, mais
à la place d'envoyer ça aux ordures ou de dire on va en acheter une nouvelle, ben, vous pouvez tout simplement l'envoyer en réparation. Peut-être en acheter une nouvelle parce que des fois, vous avez besoin justement que les travaux se fassent assez vite, mais des fois, ça peut vous faire un remplacement, tout ça. Et ça permet de recycler aussi, de ne pas tout envoyer n'importe quoi au vidange ou au dépotoir. Donc, service d'outils FGL vous propose ces services-là autant pour les nouveaux outils que réparer vos anciens. Quand on regarde justement la trajectoire technique, ce qu'on a sous la loupe cette semaine, et on n'est pas les seuls à avoir ça sous la loupe, la FIA aussi et les autres écuries de F1, regardaient attentivement le principe de l'aileron avant sur la Mercedes, la W17. On le sait maintenant, avec le nouveau mode ligne droite, on est capable de relâcher tout l'appui aérodynamique qu'on traîne sur une voiture qui n'est pas nécessaire lors des lignes droites. Donc, ce qui arrive, c'est que les ailerons ouvre, comme le principe du DRS, et se referme avant qu'on dispute un virage. Bien sûr, Jack Doohan, je m'adresse à toi. Refermer les ailerons. On va en reparler de ça. On va reparler de ça. Mais tout ça pour dire, ce qu'on a remarqué, c'est que sur la W17 de Mercedes, l'aileron avant prend un peu plus de temps que normal pour se refermer. Donc, certains m'ont écrit, m'ont dit, fait que ça leur donne plus de vitesse au bout de la ligne droite. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Si on recherche, parce qu'on se défend du côté des flèches d'argent, que ce n'était pas nécessairement voulu que ça fasse ça, c'est que ce qu'on pourrait tirer comme avantage, c'est lorsque les ailerons se rebraquent, là, ferment d'un seul coup, bien, la charge revient sur la voiture, ça crée, ça déstabilise un peu la voiture et normalement, ça se passe au moment où ce que le pilote se prépare à freiner. Donc, ce qu'on pourrait avoir trouvé du côté des ingénieurs, c'est de dire que si on prend un peu plus de temps et on le fait un peu plus progressivement, bien, on déstabilise un peu moins la voiture et on rend le point de freinage plus facile ou plus stable à apprivoiser. Plus de stabilité, on réussit à la longue, sur plusieurs tours, peut-être à préserver nos pneus de cette manière-là. On en parlait, hein, on fait bien le travail. Donc là, la FIA a regardé, on a dit, ben, vous avez droit à 0,4 secondes, donc 4 dixièmes de seconde qu'on a le droit pour refermer notre aileron. Donc là, on excède un peu ça. Donc, on a discuté avec Mercedes et Mercedes a mentionné que c'était un problème mécanique, dans le fond, que l'actuateur qu'on utilise ne nous donne pas nécessairement les résultats qu'on veut. Donc, des fois, l'aileron ne se referme pas nécessairement, ne reprend pas sa position dans le délai qu'on veut. On dit que c'est pas comme ça qu'on a fait le concept, c'est simplement qu'on a un peu plus de difficulté parce que, justement, j'avais une discussion avec mon père qui me disait, ça doit être assez spécial, ça, ces actuateurs-là qu'on a mis, ça prend des micromoteurs avec quand même assez de force pour refermer un aileron alors que tu es à 300 km/h. Donc ça, c'était un des défis de la nouvelle réglementation. Oui, bien sûr, on avait le DRS depuis longtemps qui fonctionnait comme ça, mais c'était quand même un des défis de dire comment on va réussir à mettre ces mécanismes-là sur l'aileron avant. Donc, Mercedes lève la main et dit, nous, on a juste eu un peu plus de difficulté à comprendre le principe. On s'est ajouté. Donc, la FIA a décidé de dire que le dossier était clos pour l'instant, qu'on ne voyait pas nécessairement qu'on avait il n'y avait pas de rien de. On ne voulait pas nécessairement tricher en faisant ça, mais je suis curieux de toi de savoir. Moi, pour moi, je trouve ça bon. Si on a pensé à jouer là-dessus, puis dire on va prendre un peu plus de temps, puis on va jouer sur la stabilité. Moi, je trouve ça très brillant. Je salue du côté ingénierie, bien sûr, un domaine que j'aime bien. Je salue la pensée qu'on est allé vers là. Mais si c'est juste une erreur, ben c'est juste une erreur. Mais je trouve ça un peu moins intéressant de penser que c'était juste un problème mécanique, là. Ben, c'est quand t'en parles, je suis là. Tu sais, Mercedes ont toujours ces petits Oui. artifices-là. On va parler du DAS, là, le DAS dans le Oui. temps. On revient souvent à ça parce que c'était une belle pièce d'ingénierie, ça, le Ingénieux. Ouais, DAS. ouais, ouais. Ça, c'était vraiment hot. Donc, l'histoire d'Aileron, en fait, c'est si ça reste dans les paramètres permis, dans le temps permis et qu'ils le font et que ça aide la voiture à être plus stable, j'aurais trouvé ça encore une fois superbe. Mhm. Est-ce qu'ils l'ont essayé puis ils ont juste dépassé un peu le délai aussi, en jouant un peu avec la limite ou en jouant avec le feu? C'est pas. C'est pas non plus exclu. Maintenant, pour ce qui est de fermer les ailerons en même temps, je me rappelle durant les premiers essais à Barcelone, j'avais vu des images de la Ferrari où les ailerons se fermaient vraiment pas en même temps. Oui. Donc là, j'étais comme, je dis, OK, si tu fais exprès, c'est-tu pas fait exprès? Puis là, j'ai cru comprendre que c'était comme une erreur ou c'était quelque chose qui était mal calibré. Puis là, je me disais, ben c'est pas, comme ton père l'évoque, c'est peut-être pas si évident que ça avec ces moteurs-là. Puis là, on parlait pas de la Macarena Wing, là. C'était pas ça Non, du tout. non, C'était non. vraiment l'aileron qui il y avait un bon délai entre les deux. Mais c'est comme tu dis, si on, bon, pas loin d'une demi-seconde pour le faire, point 4. Point 4, c'est pas long.
En F1, c'est long. Donc, c'est de voir un peu est-ce qu'ils sont capables on va dire, de les coordonner pour que ça fonctionne et que ça leur donne cet avantage-là. Ils vont probablement devoir le tester. Mais s'il y a un avantage à être gagné là-dessus, ça ne m'étonnerait pas que les écuries aillent à la limite et essayent ça. Si on s'en va un peu de ce qu'on a vu là, cette fin de semaine, mais juste avant, précision sur le DAS, parce que je suis sûr que c'est Mhm. pas tout le monde qui se rappelle de ça, mais le DAS, Mhm. c'était le fameux système où ce que le pilote pouvait tirer le volant et ça Ouais, venait changer l'axe des roues. Donc, on ouais, pouvait vraiment contrôler la chaleur, aussi le point de friction que le pneu avait sur la piste. Donc, il y ouais. avait plein de petits ajustements qu'on pouvait faire. On pouvait même mieux préparer les pneus avant un départ. Mm. Donc, c'était très ingénieux, sauf que c'était très coûteux. C'était un air où on se préparait à rentrer dans les plafonds budgétaires. On voulait pas que tout le monde commence à gaspiller une fortune à créer ce même type de mécanisme-là. Est-ce que c'était de l'anticourse? Non, c'était Ouais, dans le règlement. Je pense que c'est c'était à ça. Spielberg qu'on avait remarqué ça. Ouais. Ben, c'est ça. Ils ont eu le droit d'utiliser parce que justement, ça Ben n'allait ouais. pas à l'endroit de l'esprit du règlement, sauf qu'on a Mm. rajouté quelque chose finalement pour être sûr que les équipes commencent pas à investir sur ce type de mécanisme-là. Mais c'est sûr que moi, j'étais jeté à terre la première fois que j'avais vu ça. Ah, c'est impressionnant. Les angles de caméra de l'intérieur où tu vois que Lewis Hamilton Ouais. semble tirer son volant. Puis là, tu entends les journalistes à l'époque qui disent ah, il a débarqué, il est en train de le rembarquer? Parce que normalement, lorsqu'on voit un pilote tirer sur le Ouais, volant, ben c'est oui, il y pour a le un problème retirer. mécanique. Oui, il faut Problème technique, l'enlever. excuse. Ça a été analysé, je me rappelle d'avoir Mm. vu la bande vidéo en boucle, de voir comme non, non, il ne Ouais, l'enlève pas, il fait quelque chose, puis là, de comprendre qu'on jouait avec l'axe des roues. En tout cas, ouais. c'était très, très bien pensé. Donc, c'est sûr que, comme tu dis, quand on se rappelle qu'on était capable de faire le système du DAS, on se dit bon, on Mhm. est aussi bien capable de changer la séquence d'un aileron qui se ferme à l'avant pour être capable d'en tirer un avantage. Ça, je suis persuadé de ça aussi, Ah qu'on est oui. capable d'avoir pensé à ça. Oscar Piastri a été le plus rapide ce matin. OK? Bonne nouvelle, je pense, que Ben McLaren oui. arrive là. Ouais, il y a Ouais. besoin de ça, je pense. En Australie, c'est lui qui avait été le plus vite le vendredi. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu pendant la course. Ben non. On se rappellera ce qui est arrivé avant le Grand Prix. Je regardais justement les résultats de cette période d'essai-là. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très Ouais. semblable à ce qu'on avait eu en Australie. Dans l'ordre des temps, là, c'est un peu Mm. plus serré, mais l'ordre Piastri premier, Antonelli deuxième, Russell troisième. Donc, on voit que les Mercedes sont encore une fois dans le coup en fin de semaine. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'endroits cette année où ils ne seront pas dans le coup. Ce serait une grosse Ben ouais. surprise. Je crois que la saison est encore très courte, mais on voit que c'est une voiture qui semble très stable, qui semble capable d'évoluer sur tous les types de tracés, du moins ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Ensuite, Norris, là, ça n'a pas été la journée la plus facile. Le matin, oui, on a eu des essais, mais pour la deuxième séance, on avait des problèmes hydrauliques. Donc, elle ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas aller en piste. Finalement, elle arrive, a eu à peu près la moitié de la séance, a quand même réalisé le quatrième temps. Donc, ça me dit, un, que Norris connaît bien le circuit de Suzuka, mais Mhm. que deux, ça me montre que le fait que Piastri est à l'avant, c'est pas juste une coïncidence. Là. McLaren semble vraiment dans la compétition. On sait que probablement que les flèches d'argent ont des tours dans leur sac, nous réservent des surprises pour la qualification. Mais je trouve ça intéressant de voir trois écuries finalement dans le portrait. On le sait, encore aux essais libres, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle si tôt dans la saison qu'on ne va pas juste avoir nécessairement un duel encore Ferrari-Mercedes, quoique ça ne nous dérange pas, mais c'est toujours le fun de voir plus d'invités au party. Là. Ben oui, puis McLaren, c'est juste, c'est de valeur qu'on ne l'ait pas vu. Ils sont toujours troisième au championnat des constructeurs avec un maigre 18 points. Oui, c'est vrai. Mais, tu Ils sais, on n'ont n'a pas pas, couru. c'est ça, mais on voit qu'il était quand même dans le coup. Mais on ne sait pas à quelle hauteur encore. Moi, je les plaçais comme troisième, mettons, dans la hiérarchie. Bon, c'est là qu'ils sont présentement, mais on veut les voir. Tu sais, on veut les voir participer, on veut les voir venir brouiller les cartes. Donc, à date, on n'a juste pas eu cette chance-là. Là, ça m'étonnerait que la gang perdure au sujet de McLaren, au niveau de McLaren. Je pense pas qu'ils vont se retirer de toutes les courses cette année. Donc là, il serait temps qu'on les voit réapparaître. Puis ça va donner confiance justement aux deux pilotes parce que là, en ce moment, eux autres, tu sais, de ne pas courir, c'est de l'expérience en moins, comme tu le disais aussi l'autre fois, surtout en gestion de course, en accumulation d'énergie, tout ça, c'est de l'expérience qu'ils ne sont pas allés chercher sur le terrain. Donc, oui, je suis content de les voir là. Puis là, j'espère juste qu'ils vont prendre du poil de la bête. Puis qu'on va avoir des bagarres comme on a vu avec justement Ferrari-Mercedes, mais que les McLaren vont s'inviter. Et qui sait, peut-être à un moment donné, une Red Bull, si jamais ils sont capables là, de prendre un peu de puissance. Tu sais, qu'on
qu'on ait plusieurs joueurs dans la bagarre, là, ça m'intéresse d'en voir un se pointer le nez. Parce que ça reste qu'on a quand même 50% de l'équation. On a un Oui, moteur on a le moteur Mercedes. Mercedes. Donc, Ouais. le reste, faut se regarder dans le miroir. C'est sûr que les problèmes mécaniques qu'on a eus sont quand même liés au moteur. Puis on a eu à peu près toutes les sortes de problèmes. Aujourd'hui, Mm. on a eu hydraulique. On a remplacé la batterie aussi du côté de Norris. Donc, ça montre que ce fameux moteur Mercedes-là a probablement des failles à quelques endroits, n'est pas parfait. Sauf que pour l'instant, ça tombe pas sur l'écurie principale. Ça tombe sur les clients. Mm. C'est sûr qu'on l'a dit, il y a eu des conversations comme quoi que les dessins, toutes les informations techniques par rapport au groupe motopropulseur ont été données très tard à leurs clients. Disons que Mm. c'était de bonne guerre. Là. Je pense que Ouais, ouais. on n'avait pas l'intention de se faire rebattre une troisième saison d'affilée par un client. Je pense que c'est ça qui est annoncé dans les couleurs de Mercedes depuis le début de la saison. On ne veut pas nécessairement se faire rejouer le tour. Donc, peut-être qu'on a pris des petits détours pour être sûr de faire en sorte qu'on ait un petit avantage lorsque la saison commence. Mais une fois qu'on va réussir à tout mettre ça en pièces, normalement, McLaren, on nous a habitués par le passé qu'on est capable de concevoir une bonne voiture. Par contre, on nous a habitués aussi qu'à des nouvelles ères de réglementation, souvent, on est un peu dans le champ. On part pas du bon côté. Il faut se rappeler aussi qu'on arrive dans cette nouvelle ère avec moins de temps de développement. Moi, je le dis souvent que je pensais que c'était un handicap, sauf que lorsque tu as la chance, l'opportunité de mettre des trophées dans ta belle armoire à l'usine, Ben oui. ben tu passes pas à côté de ça. Donc, on se devait de saisir le championnat constructeur l'année dernière. On se devait d'aider Lando Norris, même si on a pas fourni beaucoup d'améliorations en fin de saison, des mises à jour. On se devait de donner un titre à un de nos pilotes. On le fait avec Lando. Mais là, cette fois-ci, on paye un peu probablement ce qu'on a réussi à aller chercher dans la dernière saison en début. Mais je suis content de voir quand même au Grand Prix 3 qu'on est de retour du moins dans la journée de vendredi. On a dépassé aussi les deux Ferrari parce que Leclerc se retrouve derrière Norris. Hamilton, ça, en tout cas, pour les amateurs de Lewis, je ne veux pas sommer l'inquiétude. Je vous ai dit que la Chine avait été quand même été un endroit où il avait eu beaucoup de succès l'année dernière. C'est qu'après que ça s'était gâché, j'ai quand même entendu Lewis Hamilton prendre la radio aujourd'hui pour dire j'ai aucune confiance en cette voiture. Oh! Ouais, Ça, c'est pas rassurant parce qu'on voit qu'il était quand même très zen avec la voiture, là, ouais, Lewis Hamilton. Est-ce qu'il parle de la façon qu'elle est configurée, qu'elle sûrement. est... Donc, c'est Ouais. peut-être juste ça, parce qu'à date, la Ferrari s'est démontré une bonne voiture depuis le début de l'année. Donc, c'est peut-être ça qu'il a voulu insinuer. Donc, de faire les petits ajustements nécessaires, là, OK, on va garder un œil là-dessus en fin de semaine, ça, Ouais. c'est certain. Mais en même temps, si on regarde le verre à moitié plein, on se dit j'ai aucune confiance, mais je suis quand même sixième. Donc, c'est pas Hmm. on a déjà vu, au moins, il n'est pas à l'extérieur du top 10 ou ces choses-là. Non, Sauf non, que c'est ça. j'ai- j'avais dit, va falloir attendre. Moi, je gardais un peu de réserve de voir comment Lewis va se replacer à travers la saison parce que normalement, l'année dernière, c'est pas là que ça se gâtait, c'est après. Sauf que je m'attendais pas nécessairement dans la deuxième séance d'essai libre du week-end suivant de l'entendre reprendre son vocabulaire qu'on a tant entendu dans les Ben dernières oui. années, de dire qu'il n'y avait pas de confiance dans la voiture. Mais du moins, il se passe de quoi du côté de Ferrari parce que pour le fait que les McLaren ont réussi à passer devant, que Lando avait quasiment pas de temps de pratique aujourd'hui, réussit quand même à se glisser devant les Ferrari. Il y a quelque chose à surveiller, mais on sait qu'on a une bonne base, on sait qu'on a des très bons départs, donc Oh on ne va oui. pas non plus les compter pour battus. On peut aussi bien trouver une solution et ramener un peu de confiance dans le clan Hamilton là, pour le week-end. Parce que moi, je pense qu'il faut saisir l'opportunité du côté de la Scuderia. On est près de Mercedes, il ne faut pas les laisser se sauver au championnat. Puis aussi le fait qu'on a un Lewis Hamilton confiant, pas dans le négativisme là, qui se tape dessus, puis tout ça, ou qui cherche toutes les excuses du monde. Donc, d'essayer de le garder dans cette zone-là, ça pourrait être très payant pour le reste de la saison du côté de Ferrari. Donc, c'est quelque chose à construire. Il y a le fait aussi que, côté stratégique, là, on se rappelle, il y a quelque chose qu'il faut regarder pour Mercedes, OK? Mercedes, si on les laisse gérer leur énergie à l'avant, toute seule, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas battables. Si on Hmm. est capable de leur mettre de la pression tout au long d'un Grand Prix, ben là, on les force à ne pas nécessairement dicter comment on veut gérer notre répartition ou gérer notre énergie générée par le moteur. Donc, à ce moment-là, on les force justement à improviser ou à pas justement faire de la gestion. Et c'est là qu'on pourrait les voir être battables. On l'a vu, Lewis est capable de dépasser Russell, dépasser Mhm. Antonelli. On a vu Leclerc est capable d'échanger des positions. Sauf qu'après ça, on décide de pas de changer la séquence d'arrêt au puits
d'arrêter avant ou d'arrêter après. On ne suit plus les Mercedes et là, les Mercedes peuvent tomber en mode gestion. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on les voit rentrer dans une zone de confort et contrôler l'épreuve jusqu'à la fin. J'ai l'impression que du côté de McLaren et Ferrari, si on prend des bonnes notes au moment de la course, on n'est pas rendu là encore, mais au moment de la course, ça va être important d'accentuer la pression sur Mercedes et de ne pas les laisser tranquilles parce que c'est là, d'après moi, qu'ils deviennent pratiquement imbattables. Est-ce qu'ils vont devoir aussi peut-être agir de concert? L'union fait la force Oui. pour essayer de venir. Tu sais, évidemment, il n'y a pas de collusion entre les équipes, mais de savoir entre eux que s'ils sont quatre à se battre contre les deux, puis qu'ils sont capables de, on va dire, venir brouiller les cartes un peu, ils vont peut-être suruser le pneu ou quoi que ce soit, avoir de la difficulté à prendre la position en piste, ben, euh, ils vont pouvoir aller chercher les Mercedes parce qu'à date, en ce moment, comme tu le dis, les Mercedes, si elles sont seules, on n'entend plus parler. C'est pour ça que les batailles sont éphémères. On les voit en début de course, puis après ça, ben, pour le reste, c'est fini. Mais au moins, on a des batailles intra-équipes. Ça, c'est pas pire, par exemple. On voit que les voitures sont Oui. bien équilibrées entre les pilotes aussi. Mais c'est sûr que Ferrari, on a perdu beaucoup de temps en se battant un contre l'autre. C'est le fun pour le spectacle. On les Mhm. laisse aller à Hamilton contre Leclerc, mais d'un point de vue logique, c'est sûr que je pense pas que tu peux que Mercedes est si prenable que tu dis on peut se battre entre nous autres et aller les rechercher après. C'est un peu de la science-fiction de penser ça. Je pense qu'il faut vraiment Mhm. concentrer nos efforts si on veut réussir à les avoir et montrer leur faiblesse ou du moins essayer de montrer qu'ils sont battables. On va devoir mettre nos efforts ensemble. Tu fais bien d'apporter ça. Le travail d'équipe risque d'être payant. Audi a traversé des moments difficiles dans les derniers jours, dans la dernière semaine. On en a parlé beaucoup avec, en tout cas, Genui, Whitley et tout ça. Mais leur bon vieux vétéran, Nico Hülkenberg, qui place la voiture au 7e rang lors des séances d'essai libre. Je suis surpris, mais pas surpris en même temps. Je me dis, Nico Hülkenberg savait que son écurie, son équipe, son usine avait besoin d'un bon résultat, avait besoin de motivation. Il y a Bortoletto qui avait des problèmes mécaniques, parce qu'on sait, le moteur, lorsqu'il travaille, il travaille très bien, du côté d'Audi, du moins ce que je trouve. Sauf que le problème, c'est encore la fiabilité, c'est ce qui reste à avoir. Mais lorsqu'on va réussir à mettre le doigt là-dessus, rendre notre voiture ne serait-ce qu'un peu plus fiable, le niveau de performance qu'on pourrait exploiter de la voiture, je trouve que c'est positif. Et on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Hülkenberg qui arrive, qui frappe le 7e rang, qui est tout de suite là, derrière les grosses écuries. Quand on regarde ça, je l'ai nommé tantôt, les deux McLaren sont là, les deux Mercedes, les deux Ferrari et l'écurie tout de suite après. Ben, c'est un pilote Audi avec Hülkenberg. Donc, pour moi, je trouve que c'est très positif, même si on est encore seulement à la deuxième séance d'essai libre. On avait besoin d'un bon résultat là, pour avoir une petite poussée dans le dos là, du côté d'Audi. Ben oui, surtout que, tu sais, ils perdent des employés là-bas. On ne Oui, sait pas trop pourquoi, mais non, non, blague à part. Nico Hülkenberg, aussi, il ne faut pas oublier, il a 38 ans, ça fait longtemps qu'il est en F1. C'est un circuit Suzuka qu'il connaît très bien. Et c'est un circuit qui nécessite, on va dire en espagnol, une bonne paire de corones. Il oui. faut vraiment savoir comment l'exploiter. C'est quand même un circuit qui est très, très, on dirait très touché, là, excuse-moi l'expression, mais euh, c'est facile de se perdre dans ce circuit-là puis de penser qu'on est rapide à quelque part, mais c'est beaucoup de virages qui se suivent puis que faut que tu les connaisses bien. Il faut que tu sois lent dans un pour être rapide dans l'autre. Donc, surtout les premiers S, là. Donc, Nico Hülkenberg, je ne suis pas étonné de par son expérience de le voir là, mais j'aime ça de voir Audi performer de cette façon-là. On s'entend que c'est des essais libres. Bon, c'est pas toujours hyper révélateur, mais on a quand même une bonne idée des forces en présence. Puis, bon travail du côté d'Audi, là. Moi, si je travaillais là, je quitterais pas le bateau, là. En tout cas. Ouais, peut-être que Jonathan nous écoute ce matin. Mais non, moi je trouve que tu sais, j'ai été critique de l'écurie au début. Je trouvais qu'on se mettait de la pression, on disait, ah, Mhm. on est le vrai moteur allemand, puis toutes ces choses-là. Sauf que ben, on livre quand même la marchandise d'une certaine façon, Ah ouais. puis on a des responsabilités qui sont grosses, là. On n'est pas juste une écurie, on n'a pas juste un concept à faire, puis on se procure un moteur chez Ferrari, sans lancer de flèche à Cadillac. Mhm. On a une voiture à concevoir, mais on a aussi un groupe motopropulseur. Puis c'est ce qu'on fait. Bien sûr, on part d'une base avec Stack Sauber, mais on n'a pas acheté non plus McLaren, là. On a acheté Stack Non, non. Sauber, là. On va pas virer fou avec ça. Oui, on a une usine, on a de l'expérience en Formule 1, toutes ces choses-là. Mais quand même, moi, d'avoir ces résultats-là, d'être devant Williams. Williams, faut le dire, Albon, il n'y a personne qui va se plaindre, surtout le directeur James Vaz. Là, je pense qu'on avait hâte d'avoir des bons résultats. Mhm. Huitième, encore là, je parle de résultats, c'est de la pratique. Mais quand Oui. même, on les a pas vus là quand même depuis le début de la saison. De voir une Williams réussir
à se placer là dès le vendredi, ben ça met un peu de positivisme de dire qu'on peut construire sur quelque chose puis peut-être bâtir une fenêtre de performance pour le week-end. Mais Albon est là. Un qu'on est rendu habitué de voir là dans le top 10, c'est Berman. Wow! Ouais, Ouais. Encore sérieux. As, là, des bonnes performances d'Oliver Berman, un pilote que j'aime beaucoup. Je pense qu'il continue de gagner en maturité. Il a la meilleure qualité d'un pilote, c'est qu'il est rapide. Il est rapide Mm. dès le début d'un week-end. Il trouve tout de suite le momentum, les bonnes performances. Puis c'est un circuit en Suzuka, il faut le dire, c'est un circuit qui est très utilisé aussi. Donc, Ouais. c'est pas anodin de voir les voitures être capables de faire des bons résultats si tôt dans le week-end, parce que on n'est pas obligé de nettoyer la piste, de gagner, de mettre le tarmac propice à bâtir de l'adhérence et toutes ces choses-là. Il y en a déjà. Mais quand même, Berman a bien fait. Un qui doit être tanné de voir une as en avant de lui et surtout de voir Berman, c'est Max Verstappen. Ouais. Parce que lui, il a pris le dernier rang, le top 10 au moins, sauve un peu l'honneur pour Red Bull, mais il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de positif à dire là, de ce que j'ai vu. La voiture ne répond pas du devant. Et toi, tu sais là, à quel point que pour un pilote, mais surtout pour Max Verstappen, le devant, lui, il veut extrêmement sensible. Il veut que la réponse soit directe. Ce qui crée Mhm. un inconfort chez d'autres pilotes. Lui, il veut là, que le temps de réaction, il veut être capable de faire des ajustements dans des microsecondes. Et c'est ce qu'il n'a pas présentement. On laisse le groupe motopropulseur de côté là, quand on regarde simplement le châssis, l'appui aérodynamique, la voiture, ça répond pas. Ça répond pas du moins à ce que Max Verstappen a besoin pour ses exigences, pour être capable d'être à la hauteur des attentes qu'il a fixées depuis ses débuts en F1. Est-ce que Red Bull va être capable de lui livrer ce type de voiture-là dans l'avenir, là? Qu'il soit rapproché ou éloigné? Ça, je commence à avoir mes petits doutes là-dessus. Puis Verstappen, ben, une chance que ses aventures extra Formule 1 parce que là, en ce moment, la motivation ne doit pas être super de son côté, surtout qu'il arrive au circuit où il domine normalement. Comme tu l'as dit là, en début d'émission, non, je ne crois pas qu'il va être capable de répéter l'exploit là, en fin de semaine. Là, on dit quoi? C'était 4 ou 5 de suite? C'est 4 de suite, puis ça serait sa cinquième. Ouais, ça serait sa cinquième. Donc, non, je ne crois pas qu'il va le faire. C'est pas vraiment pas très motivant de son côté. Donc, ça risque d'être une année où on va parler de Max Verstappen avec un ton un peu plus déçu, si on veut, ou négatif. Mais bon, est-ce que ça va le pousser en dehors de l'équipe Red Bull et ça va ensuite brouiller les cartes dans les équipes de devant de grille? J'ai bien hâte de voir où on va en être avec cette conversation-là, Martin, en milieu d'année, là, entre mettons, pendant la pause estivale. Ça pourrait revenir très vite. Le Ouais. côté qui peut changer la donne un peu, c'est que ça va bien chez Mercedes. Puis là, j'ai l'impression que la porte s'est un peu refermée. Je vois pas Ben là, nécessairement. oui, là, Je vois pas t'as deux bons Russell. pilotes. T'as deux bons pilotes chez Mercedes. Mais qui saute? Là, c'est qui tu ferais sauter, toi, entre Russell et Antonelli? Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais les deux performent, là. Ah, Oui. d'ailleurs, parenthèse, il y a une autre gageure qui s'est mise, là. Ça, c'est de ta faute à toi, là. À cause de ta question. Moi, mon ami Dominique Simard, qu'on avait parié, mettons, Gasly ou Ocon l'année passée. Bon, il y a un autre apéritif qui a été mis en jeu. Et j'ai Russell pour faire plus de points qu'Antonelli cette année. Donc, je vais être gagnant-gagnant. Si Antonelli gagne le championnat cette année, parce que d'après moi, c'est ça, s'il fait plus de points que Russell va gagner le championnat, eh bien, on aura vu une page d'histoire. Sinon, ben, Russell va gagner et j'aurai un apéro. Mais je pense que tu es en bonne position. Je veux Quand dire, même, quand tu même. sais, l'expérience est de ton côté. Puis en plus, le pari cette année est plus équitable puisque c'est dans la même Oui, voiture. c'est vrai. Là, c'est plus. Ouais. Je le trouve à la rigueur plus intéressant. Oui, oui, parce que c'est sûr que Ocon contre Gasly, c'est une rivalité naturelle, sauf que c'était tellement pas facile dans une Alpine. Puis à la Haas, ben, performait mieux à certains week-ends. Ocon, quoi que lui, en Mhm. arrachait personnellement, là. Mais je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence que Esteban Ocon n'a pas nécessairement. Bon, je ne sais pas s'il y a des difficultés, mais que le fait que Berman est juste supérieur. Ouais. C'est juste un autre niveau de pilotage. Plus rapide, plus incisif, peut-être plus. Je sais pas, S'adapte prend mieux, plus. je Ouais. pense, à capacité d'adaptation. Puis c'est drôle qu'on dise ça parce qu'Ocon, c'est un pilote qui s'adapte bien à plusieurs types de voitures, mais peut-être qu'il s'adapte moins bien à son environnement dans la même voiture de F1. Mais moi, Ocon, je pense que ça va être sa dernière année probablement en F1 et il Ah va aller oui. faire. Ah oui. Peut-être, ouais, Ah. j'ai comme l'impression que ça va peut-être se tourner vers là, puis qu'on va le voir aller faire de l'endurance ou autre chose. Autre chose, ouais. J'ai ce sentiment-là. Je Mais sais là, pas, là. Ouais, on non, verra. non, mais je comprends. C'est à surveiller parce que
je pense que même Simon, l'année dernière, elle avait dit un peu du bout des lèvres qu'il faudrait que ça se replace. Elle avait même regardé un peu du côté d'Albon. Il y avait eu une difficulté un peu, des difficultés en fin de saison. Là, ça se replace. Mais oui, il y a des pilotes à regarder qui pourraient les remplacer. C'est juste que Ocon, c'est sûr qu'il amène de l'expérience. Sauf que je ne sais pas à quel point il faut tirer les conclusions du fait que Berman le domine. C'est un peu comme quand que Max Verstappen est arrivé chez, c'est une drôle de comparaison, mais dans le temps chez Toro Rosso, puis il avait lessivé un gars comme Carlos Sainz. Heureusement qu'on n'a pas jeté Sainz aux poubelles, parce que Sainz, c'est quand même un bon pilote, c'était juste une exception que l'autre. Fait que est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce que Berman, je ne vais pas le mettre dans la même catégorie qu'un Verstappen, mais c'est quand même un talent particulier du fait que Ocon, il peut juste pas, mais que contre d'autres, Ocon serait Ocon. C'est ça. Quand je le vois, du moins, quand je le vois assez près, là. Il y a juste la Red Bull qui se trouve entre les deux As. Ocon est là, 11e. Donc, pour moi, ça passe. Sauf que ça reste que c'est le gars d'expérience qui se bat contre un gars qui en est à sa 2e saison. Mais quand même, au moins, Ocon est là, à la porte du top 10, donc 11e. Lawson, 12e, qui ne devrait pas être aussi près que ça qu'une Red Bull dans une Racing Bull. Des fois, je trouve ça incroyable de voir à quel point que la plateforme de la petite écurie semble toujours plus stable. C'était quelque chose qu'on avait identifié l'année dernière et ça se poursuit. Je défile assez rapidement le reste. Sainz est là, Gasly, Adjar, un peu décevant les Alpines quand même. J'ai l'impression de revoir les statistiques de l'année dernière. Adjar, Bortoleto, on l'a dit, a eu des problèmes mécaniques. On a réussi, on a travaillé fort du côté des mécaniciens pour l'envoyer en piste, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps d'essai. Franco Colapinto, j'espère qu'il n'y a personne qui va recevoir des menaces parce qu'il se retrouve 17e. Ensuite, Bottas, Alonso, Perez, Stroll et Lindblad, qui malheureusement n'a pas pu faire vraiment le tour, a fait un tour en piste, quelque chose de spécial avec à l'intérieur de la voiture, puis on lui a demandé de revenir au puits. Je répète la question, Sona Viking qui est une entreprise québécoise aussi, située à Laval avec une nouvelle salle de montre, spécialiste dans le domaine du sauna, ça le dit, si vous voulez vous en faire construire un sur mesure, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'on a des très beaux modèles extérieurs. Moi, je suis pas un gars de sauna parce que je trouve qu'il fait trop chaud. C'est ça le but. Oui, je sais, c'est ça va pas bien ensemble, mais je supporte très mal cette chaleur-là. Moi, j'adore ça. Ah, ben, t'as vu, puis c'est très bon pour la santé en plus. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais être capable de subir. Mais en tout cas, mais côté esthétique, par exemple, là, un sauna extérieur là, en bois, là, fait en rond, tout ça, vous pouvez aller les voir sur leur site internet, saunaviking.com. C'est très beau. C'est très beau. Même si j'aurais pas envie d'aller à l'intérieur parce que je trouve ça trop chaud, j'aurais envie d'en avoir un dans ma cour parce que je trouve ça quand même que ça ajoute au paysage. Là. Et ben c'est ça, ils sont à Laval, salle de monde. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec eux dès maintenant sur saunaviking.com. Ils ont aussi une page Facebook où vous pouvez voir tous leurs produits. Donc, la question, on l'a dit ensemble, c'est est-ce que les péripéties de Max Verstappen à l'extérieur de la F1 vous intéressent et vous poussent à vous intéresser à d'autres séries de courses automobiles? Et en terminant, François, je veux savoir ta prédiction pour la pole position demain à Suzuka. Écoute, je vais y aller contre le pari. Ça va être Kimi Antonelli qui va la mettre en pôle, mais Russell va le dépasser pendant le Grand Prix, donc je ne vais pas m'inquiéter là-dessus. Ben, moi, je suis solidaire à ton pari et j'y vais avec George Russell en pôle. Mais j'aimerais ça voir une McLaren. Ça serait le fun. Ça serait le fun de brouiller les cartes un peu. Puis de voir avec les Ferrari partir un peu plus loin à l'arrière, puis les voir travailler à travers le peloton avec leur super turbo, mini turbo là, qui leur permet d'avoir des départs canons. Ben, du moins, une chose est sûre, c'est que Suzuka, normalement, avec l'exception de l'année dernière, c'est supposé de nous donner tout un spectacle, surtout lors des qualifications du samedi. Je veux rappeler aussi qu'il y a eu un petit ajustement de la part de la FIA sur le partage de l'énergie, le 50-50 pendant les qualifications. On veut rendre ça un peu plus comme une qualification devrait avoir lieu. Donc, ça, c'est quand même le fun. On en a parlé dans le entre-deux courses et de voir si tôt dans la saison qu'on est prêt à faire les ajustements nécessaires. Pour rajouter le confort des pilotes, mais aussi ne pas complètement dénaturer la Formule 1, parce que je pense que c'est important que les séances de qualification se déroulent à pleine puissance. Donc, sur ceci, je te dis bon vendredi, mon cher François. Je te laisse retourner à tes occupations. Merci encore de t'avoir prêté au jeu si tôt ce matin à 7h30 pour parler de Formule 1 dans notre nouveau Good Morning F1, bon matin F1. Donc, merci encore une fois et je te souhaite un excellent week-end de course à Suzuka. Merci à toi aussi et bon week-end à tout le monde. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 27 mars. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course au Japon.
Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, LinkedIn ainsi que Instagram, et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi que Amazon Music et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.